I'd rather be with you. Yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Good Vibes. Comme chaque jour depuis le début du confinement, on se retrouve avec un entrepreneur extraordinaire, un entrepreneur que j'adore, un entrepreneur que vous allez découvrir. Salut tout le monde. Parfois en anglais. Salut Adam, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Et toi? Je suis très content d'être là. Donc, Bah écoute, ça va. Il fait beau, on attaque la semaine, toujours en remote, toujours chez soi, donc à travailler à distance. Commence à s'habituer. pour moi, ça change rien perso. Du coup, hop. Ouais, toi, t'es habitué aussi. Bon, les amis, si vous voulez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. On va découvrir le parcours d'Adam. Adam. C'est une chance sur deux. Ouais, non, mais de toute façon, moi, je suis la première à faire ce genre de bourde. Alors, Adam, du coup, toi, tu as 18 ans. Ouais. Et depuis que tu as 12-13 ans, tu es dans le business. Voilà. Je dirais pas ça, mais on va dire que je suis dans le monde de YouTube et dans ce que je fais aujourd'hui, ce qui fait mon business aujourd'hui. Ouais. Alors, aujourd'hui, Oka Media, qu'est-ce que c'est? Alors, Oka Media, c'est une société donc de services, de montage vidéo, de graphisme, de gestion de chaîne YouTube pour tous les influenceurs, donc en l'occurrence les streamers et YouTubeurs, qu'on appelle donc influenceurs aujourd'hui sur Internet. Et donc, pour vulgariser, si vous voulez, on s'occupe de mettre en forme les contenus que vous pouvez voir sur YouTube. Ok. Donc, tu t'occupes pas de la captation, tu t'occupes du montage et tu fais des vidéos, vraiment de la vidéo façon YouTube. C'est ça. Et même, on peut préciser, parce que tu es quand même sur une niche qui est le gamer. Oui. Et l'entertainer. Oui, exactement. On fait de tout, mais on a commencé sur cette niche-là du gaming, donc. Aujourd'hui, on fait même un peu de captation, etc. Mais on s'est vraiment concentré au début sur uniquement la post-production, donc le montage de vidéos YouTube classiques, telles qu'on les voit dans les tendances aujourd'hui, dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, on s'étend petit à petit à tous les autres types de contenus, puisque YouTube est aussi riche qu'Internet peut le permettre de l'être. Tu pourrais nous sélectionner une vidéo, là, par exemple, et nous faire un partage d'écran pour qu'on se rende compte un peu du format. Et les amis, dans le chat, je vous partage le lien de Oka Media. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu. Donc, tu es vraiment une agence vidéo nouvelle génération. Hein. Ouais. Hop. Et ouais, vas-y, parce que j'aimerais bien qu'on se rende compte, je sais pas, tu prends Squeezie ou Cyprien ou... Je vais prendre du connu, je vais prendre voilà, une petite vidéo. Voilà, Squeezie, parfait. Voilà le son. Alors, comment est-ce que je fais un partage d'écran? C'est ça la vraie question. Tu as des petits boutons en bas et tu as un écran barré. Là, normalement, ça devrait marcher. Si tu cliques dessus, ils vont te demander quelle fenêtre choisir. Tout à fait. Hop. Yes, normalement, c'est bon. Voilà. Alors, donc là, on est typiquement sur une vidéo donc Squeezie qu'on a réalisée, qui correspond donc au montage d'un live qu'il a réalisé, donc en featuring avec d'autres streamers. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on s'occupe de faire concrètement? C'est récupérer en fait les contenus. Je ne sais pas si on entend le son en live du partage d'écran. Vas-y. Au cas où, mais voilà. Donc, de base, ça, c'était un direct de plusieurs heures, et nous, on l'a transformé en une vidéo, du coup, de 13 minutes, pour permettre aux gens sur YouTube qui n'ont pas le temps, sinon ils seraient sur Twitch pour regarder le direct, qui n'ont pas le temps, en fait, de regarder les lives en entier. Et donc, voilà, nous, on s'occupe de faire les montages. Vous voyez, là, tous les zooms, les effets, etc. C'est un teaser des meilleurs moments. C'est ça. C'est un highlight, si on veut. Un highlight. Donc, voilà, on rajoute des effets, on rajoute des effets. Des sons. C'est ça. Des textes, voilà, on essaye de mettre en place, on va dire, un petit fil rouge dans la vidéo pour raconter une histoire sur le live de 3 heures qui s'est déroulé. Voilà, c'est des effets. Là, ce type de vidéo-là, c'est du gaming, du coup, humour, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que voilà, ce sont des influenceurs qui sont aimés pour leur personnalité plus que pour on va dire, leur skill au jeu. All right, très cool. Bon, voilà, tu peux fermer le partage écran. Je tombe sur des vidéos comme ça de temps en temps, mais je t'avoue que moi, je suis pas la première à regarder ce type de vidéo. Donc, faut que tu me racontes un peu cet univers. Donc, tu as quand même des youtubeurs assez connus qui font appel à tes services. Oui.
Ouais. Et comment, pourquoi ils ont, enfin, tu vois, j'aurais tendance à croire que eux, ils ont déjà leur armada de freelance pour eux. Comment t'as été spoté comme un service vraiment différenciant par rapport à tous les gens qui doivent se précipiter vers eux pour monter leur vidéo? Alors, moi, je dirais que notre plus grand avantage aujourd'hui pour la plupart de nos clients, c'est qu'on est dispo 7 jours sur 7, toute l'année, puisque par définition, un créateur de contenu qui vit de son contenu doit en créer le plus souvent possible. Donc après, ça dépend des formats de création de contenu. Il y a voilà, les blogueurs et puis il y a les youtubeurs. Et dans les youtubeurs, il y a ceux qui vont sortir une vidéo par mois, par exemple, ce sera des vidéos beaucoup plus travaillées, des courts-métrages ou autres. Si on cite les grands noms comme Cyprien ou Norman, voilà, qui sortent des podcasts humour on va dire tous les 3 mois même parfois. Il y a ce type de youtubeurs-là, et puis il y a ceux qui vont sortir des vidéos toutes les semaines, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Wow. Et donc en fait, donc ceux qui font ça n'ont évidemment pas le temps de s'occuper de la partie technique de leurs vidéos eux-mêmes, quand tu dois sortir plusieurs vidéos par jour. Et quand ils travaillent avec un, voire deux, même plus freelance, il suffit qu'il y en ait l'un d'entre eux qui tombe malade ou qui veuille partir en vacances ou qui a un petit coup de mou pour que toute la chaîne de production du youtubeur s'arrête ou prenne un coup, et ça peut même poser des problèmes plus graves dans le cas de partenariat avec des marques, des engagements, etc. Et donc nous, on est là, on va dire, pour assurer cette flexibilité et Cette consistance. C'est ça. Exactement. Alors, juste pour avoir un peu la big picture de Oka Media, aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes? C'est combien de vidéos réalisées en moyenne par mois? Et quel est ton chiffre d'affaires? Alors, aujourd'hui, pendant le confinement, on a battu nos records de chiffre d'affaires. On a fait 60 000 euros en avril de chiffre d'affaires. On est 12 à plein temps. Dont 2 dirigeants, on se paie depuis 3 mois seulement, 6 monteurs, un chef de projet, un graphiste et 2 dérushers. Donc j'expliquerai après ce que c'est si tu veux. Ouais. Mais voilà, on est 12, on va dire, à plein temps. Et puis ensuite, on a une équipe, nous aussi, de freelance qui nous aide occasionnellement quand on est surchargé sur la core team. Et donc on avance comme ça. Et moi, mon but, c'est petit à petit d'agrandir la core team, si on peut l'appeler comme ça, et espérer que dans quelques années, on soit 1000, quoi. Et c'est avec Oka Media qu'on sort les good vibes sur YouTube, by the way. Oui. Alors là, voilà, là par exemple, c'est un bon exemple des différents services qu'on peut faire, parce que là, j'ai montré une vidéo donc qui était, dont le concept c'était de reprendre une rediffusion de live qui était très longue pour en faire un highlight avec beaucoup d'effets, beaucoup de travail, etc. Alors que vous, le service n'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même valeur qu'on vous apporte, dans le sens où vous, c'est plus de la gestion de chaîne et de la consistance aussi, encore une fois, qui vous aide, quoi. Oui, mais c'est vraiment imbattable au niveau des prix, et pour autant, tu passes avec des freelances qui sont tous basés en France. Donc ça, c'est une question que je te posais. Hein, oui, pour la plupart, en tout cas, qui sont en Europe. Oui. C'est une question que je te posais. Je te demandais, mais est-ce que t'es pas finalement concurrencé par des agences qui sont dans le monde entier? Et tu me disais, pas du tout, parce qu'on est dans le domaine de l'entertainment et qu'en fait, il y a des codes culturels qui sont très importants. C'est ça, oui. Il y a des codes culturels, comme tu dis, qui sont très ancrés dans chaque, au-delà même dans chaque continent, dans chaque pays, et dans chaque niche, on va dire, des différents types de contenus. Il y a même YouTube qui a créé des catégories. Maintenant, il y a YouTube Musique, YouTube Gaming, etc. Et dans chacune, on va dire, de ces catégories et de ces niches, on retrouve des cultures qui sont totalement différentes. Si vous vous baladez sur le YouTube japonais ou le YouTube américain, ça n'a rien à voir, les deux, ou le YouTube français encore. Donc on peut pas. Dans ta catégorie de gamer, c'est-à-dire de mecs qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo et qui ont des millions de followers, Oui. Dans cette catégorie-là, l'influence, elle vient d'où? Elle vient des États-Unis, en tout cas pour notre marché français, l'influence vient des États-Unis, toutes catégories confondues, sans aucun doute. Donc ça veut dire que toi, tu vois les effets spéciaux arriver en premier chez les grands youtubeurs gamers américains, et tu te dis c'est ça qui va arriver dans quelques mois en France, quoi, ou en Europe. La première étape, c'est d'abord au niveau du contenu. Par exemple, il va y avoir des nouvelles modes de challenge qui vont un peu comme sur tous les réseaux sociaux, tu vois, avec TikTok maintenant qui explose, etc. Il y a d'abord les challenges qui vont arriver, qui vont être viraux aux États-Unis. Par exemple, qui vont apparaître sur TikTok. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a un format ou un challenge court qui est viral sur les réseaux sociaux.
qui ensuite va être transformé en concept à part entière pour des vidéos YouTube, donc plus gros contenu, aux États-Unis, et qui ensuite va être importé en Europe, notamment en France. Donc c'est d'abord voilà, cette partie création de contenu, et ensuite tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la partie, on va dire, plus technique, professionnelle. Bon, Adam, Oui. raconte un peu ta life. Donc, tu as démarré, tu avais 12 ans, 12-13 ans. Ouais. Alors, je n'ai pas vraiment démarré. À 12-13 ans, en fait, j'ai découvert YouTube. Et j'ai découvert un peu Internet avec ça. Finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. C'est Google en mieux. On peut créer ce qu'on veut de manière ludique et plus moderne que. Enfin, pour moi, YouTube, c'est vraiment juste la version vidéo de l'époque des blogueurs, quoi. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Il y a des gens en plus qui vivent de ça. Et je veux être YouTubeur, quoi. C'était voilà, je voulais arrêter d'aller à l'école et être YouTubeur. Donc ne faites pas ça. Mais voilà, donc j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube qui marchait assez bien, on va dire, pour mon âge. Tu racontais quoi sur ta chaîne? Je faisais des tutos un peu illégaux pour récupérer des logiciels de montage notamment. Donc c'était pas fou. Elle a pas duré longtemps la chaîne, mais du coup ça intéressait les gens. Et en fait, je me suis rendu compte, comme je t'avais dit, du coup, que j'étais bien meilleur en fait sur la partie technique, donc montage, en l'occurrence, graphisme, etc., publication de contenu, que pour imaginer le contenu même de mes vidéos, toute la partie créative, script, etc. Ouais. J'arrivais bien mieux à produire sur la partie technique montage pure, quoi. L'homme de l'ombre, plus artisan que storyteller, quoi. Ouais, exactement. Du coup, tu t'es dit, je vais offrir mes services à d'autres youtubeurs. C'est ça. J'ai commencé. T'es jeune. C'est ça. Bah, en fait, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que vu que je faisais des tutos, on va dire pas fou, ma chaîne a été fermée par YouTube, ce qui est normal. Et donc, je me suis retrouvé sans rien et j'ai relancé une chaîne YouTube qui, dont l'idée, toutes les opportunités en fait que j'ai découvert et même la Oka Media qui est partie de cette chaîne-là. C'est une chaîne qui s'appelle Best of Sardoche. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas ce truc-là de créer des highlights, des rediffusions de live. Donc, c'était les débuts de Twitch, qui est une plateforme donc de diffusion spécialisée dans le jeu vidéo. Les gens jouent en direct et les gens les regardent sur Twitch. Et donc, il n'y avait pas de highlight pour tous les contenus qui étaient faits sur Twitch. Donc, moi, je me suis dit qu'il y avait un streamer à cette époque-là, donc en 2015-2016, qui était assez influent sur Twitch, mais dont il n'y avait aucun contenu sur YouTube. Et je me suis dit, mais en fait, s'il est aussi apprécié sur Twitch alors qu'il stream 12 heures par jour, si j'en fais des vidéos courtes de 10 minutes, c'est sûr que ça va plaire, quoi. Donc j'ai créé une chaîne dédiée. Excuse-moi, tu n'as pas besoin de lui demander son aval à lui pour faire ça? Alors, dans la théorie, si. Je ne l'ai pas fait au début. Quand la chaîne a commencé à marcher, c'est même lui qui m'a contacté. Et puis, c'est devenu assez vite un partenaire, on va dire. Ok. Mais effectivement, j'aurais dû, dans la théorie, demander l'aval. Pour que je comprenne la logique. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, là, tu as 14 ans. Là, j'ai 18 ans. Ah, non, à l'époque. Ah, à l'époque. Ouais, ok. À l'époque, ouais, j'avais 14 ans et donc j'ai créé la chaîne, commencé à publier mes vidéos et puis la chaîne montait, gagnait vraiment beaucoup d'abonnés et faisait de plus en plus de vues. Je publiais toutes les semaines. Je commençais un peu à comprendre l'algorithme YouTube, etc., comment il marchait. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais plus le temps et puis ça me saoulait un peu de faire tous les montages moi-même. C'est-à-dire que je m'occupais pas du tout de partie créative, du coup, je récupérais juste le contenu de quelqu'un d'autre, un streamer Twitch en l'occurrence, pour en faire des vidéos plus appréciables, plus faciles à regarder, on va dire, qu'un live Twitch de 10 heures, quoi. Ok. Et donc, j'ai commencé à vouloir déléguer cette partie montage. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le milieu, on va dire. C'est que, comme je te disais, aujourd'hui, la plupart des influenceurs se retrouvent toutes les 2 semaines sur les réseaux sociaux à faire des appels d'offres. Salut tout le monde, je recherche un nouveau monteur, je recherche un nouveau graphiste, je recherche tel freelance pour faire ça. Et voilà, il y a un turnover comme ça hyper régulier parce que il y a plusieurs raisons à ça, mais principalement parce que les gens sont pas consistants et c'est aujourd'hui un métier qui demande une consistance énorme. Ils prennent pas de vacances. À ce moment-là, donc du coup, tu demandes à ta mère de déposer les statuts. C'est elle qui va gérer un premier temps la boîte. Et dès que tu as 18 ans, tu crées ton agence à toi. Enfin, c'est toi qui prends les rênes, quoi. C'est ça. J'ai créé, donc là, de mes 14 ans à mes 16 ans, j'ai commencé à essayer de déléguer, parce que j'étais freelance du coup au nom de ma mère à cette époque-là.
j'ai commencé à essayer de déléguer en me rendant compte justement de tous les problèmes qu'il y avait voilà, pour justement juste déléguer cette partie montage. C'est pas censé être quelque chose de compliqué quand on le dit comme ça, mais il s'avère que c'est un enfer en pratique. Et donc, j'ai commencé à faire ça pendant 2 ans, ce qui n'est pas du tout optimisé. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire et que j'allais du coup créer la société, que j'ai fondée du coup à 16 ans, en 2018, et dont ma mère était présidente. J'étais du coup seul actionnaire, mais ma mère était présidente vu que j'avais 16 ans. D'accord. Ta mère, elle fait quoi dans la vie? Elle est prof d'espagnol en lycée. Donc, D'accord. Elle comprenait ce que tu faisais. ouais, c'est un grand mot. Elle comprenait que je faisais de la vidéo, quoi. D'accord. L'audiovisuel, comme on dit. Ok. Ok. Bon, et alors, du coup, moi, j'aimerais bien que tu me parles de ce qui s'est passé pendant la crise pour les youtubeurs. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as jamais fait un aussi bon mois. Oui. Quelle a été la réaction, en fait, avec le confinement de tous ces créateurs de contenu? Alors, c'est très simple. Tous les influenceurs, même pas forcément dans mon milieu à moi, c'est-à-dire YouTube et Twitch principalement, mais tous les influenceurs en général, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, tout le monde, en fait, tous les influenceurs se sont mis à quadrupler leur création de contenu, leur nombre de posts, leur nombre de publications, etc. Parce qu'ils ont vu qu'avec le confinement, les audiences grimpaient de malade, quoi. Tout le monde était sur son C'est iPhone. ça. Et je pense que ça s'est surtout vu sur Twitch, justement. Donc la plateforme de visionnage en direct de jeux vidéo. Les audiences, enfin, c'était du jamais vu. Je crois qu'on a battu les records pendant ce confinement-là. Donc forcément, il y avait de plus en plus de streams, de plus en plus d'audience. Donc les streamers voulaient convertir cette audience Twitch en audience YouTube, et les YouTubeurs voulaient juste sortir plus de vidéos. Ok. On a des questions là sur le chat. Il y a Jules qui demande comment tu as signé Squeezie. Alors, ça a été un appel d'offres, tout simplement. Appel d'offres sur Twitter. Il galérait, enfin, je dirais galérait, je veux dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a régulièrement des appels d'offres parce qu'il y a toujours un problème avec le freelance qui travaille avec un influenceur, ou alors soit il part en vacances, etc., soit il y a un problème. Donc, on a participé à l'appel d'offres. La vidéo leur a plu, la maquette, on va dire. Ils nous ont pris et depuis, on est avec eux. Et on travaille sur plein de choses différentes avec eux, et donc c'est très cool. All right. Et tu as une autre question de Loris qui dit, je me demandais s'il y avait eu un après Z-Event pour Oka Media. Alors, C'est quoi Z-Event? Alors Z-Event, c'est un événement caritatif Ah oui. ouais, je t'avais expliqué, c'est un événement caritatif en fait qui a été imaginé par on va dire le top streamer français sur Twitch, qui a la plus grosse audience, on va dire. Voilà, je fais bref, hein. Dont le but c'est en fait de réunir justement beaucoup de streamers dans une même pièce pendant 50 heures d'affilée, pour qu'ils live en fait pendant 50 heures d'affilée, afin que toute leur communauté réunie fasse des dons au profit d'une cause qui a été choisie au préalable cette année. En 2019, c'était l'Institut Pasteur. L'année d'avant, en 2018, c'était Médecins sans frontières, etc. Et donc, en fait, c'est un événement, du coup, forcément, qui fait beaucoup de bruit dans le milieu, puisqu'il y a tous les top influenceurs YouTube et Twitch qui y sont. Et en plus, pendant un week-end d'affilée, voilà, je veux dire, c'est très médiatisé, même en dehors de l'univers Twitch YouTube. Et donc pour nous, et c'est sûr que ça fait une différence parce que, en l'occurrence, nous, on était sur place pour faire de la captation. C'est un des rares moments de l'année où on fait de la captation. Et ensuite, on en fait des highlights. Donc là, on a beaucoup de boulot, c'est-à-dire que il y a 50 personnes qui vont live pendant 50 heures d'affilée, et on doit leur faire des highlights chacun pour leur chaîne. Donc on doit des rushs 50 fois 50 heures. Énorme. Voilà, donc ça demande beaucoup de travail. Donc nous, ça nous occupe 2 bons mois à chaque fois, ces événements. C'est notre manière à nous aussi de donner, on va dire, et de contribuer à l'événement. J'ai des questions à te poser. Est-ce que, bon, moi, il y a des phénomènes que je comprends pas sur YouTube. Tu m'expliques. Je me sens super vieille. C'est notamment le unpacking chez les enfants. L'unboxing? Pardon, le unboxing, voilà. Donc, c'est les gosses qui regardent des chaînes où ils voient d'autres enfants défaire des paquets cadeaux. C'est des millions de vues. Oui. Tu en fais toi aussi des vidéos comme ça? Oui. D'accord. Tu m'expliques? Alors, alors, je sais pas comment on pourrait appeler ce phénomène, mais je sais en tout cas qu'on a le même chez les youtubeuses beauté, par exemple, qui vont faire des unboxings de colis L'Oréal, Sephora ou de n'importe quelle marque cosmétique.
pour le coup, les youtubeuses beauté, c'est celles qui reçoivent le plus de colis de ce genre et qui font le plus d'unboxing, à mon goût. Mais effectivement, il y a ce même phénomène sur les chaînes d'enfants et c'est juste. T'as déjà rencontré les familles qui font ça? J'en ai rencontré une, ouais. Ouais, bah vas-y, raconte un peu. Bah, finalement, contrairement La au. mauvaise réputation. Je me souviens Ouais. de Bad Buzz, d'une famille américaine. Ouais, c'est ça. Qui, Le problème de ces chaînes-là, c'est qu'il y a eu pas mal de bad buzz, notamment aux États-Unis, sur voilà, des parents qui exploitaient leurs enfants, en fait, qui les montraient à la caméra tout heureux, alors qu'en vrai, ils étaient battus, ils les forçaient à travailler tout le temps, ils étaient H24 en tournage et tout, enfin, horrible. Donc, ces chaînes-là, elles se comptent sur les doigts de la main aux États-Unis et en France, même moins. C'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-unes qui percent. Par contre, quand elles percent bien, quoi. Et, ça veut dire que les enfants, le matin, avant d'aller à l'école, au lieu de regarder la télévision, ils regardent ces chaînes-là. D'autres enfants qui défont des paquets. C'est ça. Après ça, il n'y a pas que ça comme contenu, mais c'est du contenu vraiment pour enfants. Comme on avait déjà discuté, c'est sûr qu'on n'est pas la cible. C'est vraiment les enfants et tout est fait pour ça, même dans on va dire les rythmes de publication qui sont tout à fait anormaux par rapport à ce qu'on observe pour nos autres clients. Par exemple, on va dire l'équivalent du prime time sur YouTube pour les youtubeurs mainstream, ça va être vendredi soir 18h parce que tous les collégiens, lycéens et enfants rentrent de l'école et donc vont se poser sur YouTube le vendredi soir. Pour ces chaînes d'enfants, c'est 7h du mat, quoi, qui publie. Et alors que si un youtubeur normal, on va dire, fait ça, il plombe son audience, quoi, ses stats. Ok, d'accord. À observer. Et donc, la famille que tu as rencontrée qui faisait ça, d'un point de vue purement sociologique, hein, c'est une curiosité que j'ai, c'est-à-dire que ce sont des gens normaux. Oui. Voilà. Oui, je le dirais comme ça. Bon, ils ont leur personnalité. Il y a aussi ce truc-là de personnalité qui plaît aux enfants. C'est le principe même, on va dire, d'un influenceur, je dirais. Mais oui, une famille normale, ils tournent leurs vidéos après l'école. Ils en sortent plus quand ils sont en vacances parce que les enfants ont plus de temps. Et voilà, quoi. Voilà, il y a quand même un plaisir créatif dans on va proposer du contenu pour la chaîne YouTube et auquel tout le monde a envie de participer, quoi, les enfants comme les parents. C'est ça. D'ailleurs, ils ont chacun leur chaîne perso. Ils ont une chaîne familiale sur laquelle ils travaillent, on va dire, ensemble. C'est les parents qui ont filmé ou inversement, etc. Faire des challenges, des jeux ensemble, des jeux en famille qui plaisent aux enfants, encore une fois. Et ils ont leur chaîne perso quand ils ont envie de faire leurs vidéos dans leur coin à côté, quoi. Et toi, quand tu déroges ça, comment ça se passe? Bah, c'est particulier, hein. Je pense que c'est comme... ouais, c'est pas... J'ai pas le mot. C'est pas le fun, pas hein. transcendant, quoi. Mais c'est du contenu qui plaît comme d'autres, quoi. Voilà. On montre plein de contenus dont on n'est pas les cibles premières, mais je veux dire, ça, c'est comme dans tous les métiers. Une pensée aux monteurs à la télé qui montrent les émissions de télé-réalité, il y en a certains, ça ne doit pas plaire dans le tas, quoi. Nous, c'est la même chose. On pense à eux, on les soutient bien fort. Alors, on a des questions. Fatoumata qui demande bonjour. Est-ce que tu arriverais à gérer le rythme entre... Ah oui, comment est-ce que tu faisais pour gérer le rythme entre l'école et le montage quand tu avais 14 ans? Et est-ce que tu as des conseils pour les ados qui veulent se lancer? Alors, quand j'avais 14 ans, vu que j'avais uniquement mon nouveau projet de chaîne YouTube, ça allait. Je faisais une vidéo par semaine à côté des cours. Après, j'ai commencé à foncer tête baissée dans mon truc là de YouTube jusqu'à créer la boîte et à partir de là, ça s'est compliqué. Donc, on va dire que le schéma, pour le simplifier, petit à petit, on va dire de mes 14 ans jusqu'à la création de ma boîte, ça a été sacrifier les sorties avec les amis, sacrifier le sport, sacrifier les matières dans lesquelles j'étais le plus à l'aise, que je commençais à sécher, puis sacrifier les cours complètement à partir de la terminale où j'ai créé la société. T'as eu ton bac ou pas? Ouais, grâce à School Move. Yeah! Big up à Shannon. Hein. Bravo. Ok. Allez, en cours de l'année, en 4 jours, j'ai appris tout le programme sur School Move. Incroyable. Waouh. Enfin bon, bravo à toi aussi. Bravo à School Move et bravo à toi aussi, quoi. Nicolas qui demande, vos prods sont top. Quand est-ce que tu fais un live Okamedia sur comment monter sa vidéo? Parce que je pense que effectivement, vous avez compris plein de trucs. Tout est codifié.
Et il y a un flow. Tu me racontais, Alice, un monteur, vraiment c'est un artiste, et il y en a qui captent le flow de la personnalité du youtubeur, il y en a qui le captent pas et qui vont capter celui d'un autre, par exemple. C'est ça. Nous, notre but, en fait, on a deux. En fait, dans la boîte, notre mode de fonctionnement, c'est on a des chefs de projet qui s'occupent uniquement de la partie relation, vente, gestion, etc. Et on a les freelances qui s'occupent uniquement de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils aiment faire. C'est ce que je t'avais expliqué. En fait, nous, on essaye vraiment de mettre les freelances chez nous dans un cocon où ils peuvent toucher des revenus en faisant uniquement, et vraiment uniquement, ce qu'ils aiment et savent faire de mieux. Et donc, c'est nous, après, en l'occurrence, Oka Media, l'équipe encadrante, qui faisons en sorte d'attribuer les projets aux gens les plus adaptés. Raconte-moi les différentes parties. Il y a le dérochage. C'est ça. Si on découpe globalement dans le cadre d'une production juste d'une vidéo YouTube qu'on fait, il y a la partie des rushs, surtout dans le cas de montage d'un live Twitch qui va durer encore une fois par exemple 13 heures. Il faut regarder ces 13 heures pour récupérer les meilleurs moments. Donc ça, c'est la partie des rushs. On va donner ça à des gens qui aiment faire ça, qui de préférence du coup aiment l'influenceur en question. Sinon, c'est plus compliqué. Ensuite, il y a le monteur du coup qui va arriver récupérer, par exemple, au lieu de se taper les 13 heures, il va récupérer un projet avec uniquement une demi-heure qui contienne les meilleurs moments déjà. Il n'aura plus qu'à ajouter les effets par-dessus. Et à côté, on aura un graphiste, par exemple, qui aidera pour tout ce qui est contenu visuel à intégrer, par exemple, sur la vidéo, soit pour les vignettes, après pour la publication. Les miniatures. Okay, chacun sa partie, chacun est fort dans son domaine, quoi. C'est ça. Ok. Et toi, tu touches à tout, j'imagine. Tu fais autant du motion design que un peu de son, Alors moi, en tant que personne, tu veux dire? Bah, enfin, je veux dire, oui, en tant que personne, ouais. Alors moi, je fais rien du tout aujourd'hui. Je fais vraiment que de la gestion de problèmes dans la boîte, quoi. Je fais ça toute la journée. Bien sûr. Donc, dans le cambouis, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment le métier à toutes les étapes. Oui. Après, je connais. C'est plus. En fait, il y a les parties vraiment techniques qui nécessitent vraiment des compétences limite d'être diplômé, par exemple du motion design vraiment très poussé. Ça demande soit des années de pratique, soit de l'apprentissage scolaire que je n'ai pas. Moi, ce que j'ai appris tout seul via Internet, c'est la partie montage des rushs, etc. Après, voilà, on développe nos activités avec des compétences qui sont de plus en plus poussées, mais c'est pas moi qui m'en occupe. C'est mon directeur général qui a un crack là-dedans et il gère ça très bien. Moi, je m'occupe vraiment de la partie développement de la boîte, objectif de scale, etc. Et lui, il s'occupe de la qualité globale de tout ce qu'on fournit comme service. Donc, Oka Media, c'est ta passion aujourd'hui. Oui. C'est ta boîte. Tu es ambitieux avec cette boîte. Tu veux l'emmener où? Quel est ton rêve? Alors, clairement, mon rêve, dans un premier temps, ce serait que tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu sur la plateforme YouTube passent par nous à terme en France pour leurs vidéos, que ce soit en termes de gestion de chaîne ou en termes de montage. Parce qu'encore une fois, du coup, il y a différentes valeurs qu'on peut apporter. Dans le cas de toutes les chaînes comme les vôtres, par exemple, qui vont pas demander beaucoup de skill en termes de montage, d'ajout d'effets, etc. Il y a quand même un besoin de gestion de chaîne et de consistance, comme on a dit tout à l'heure. Mais le rêve, oui, ce serait que à terme, le plus possible de youtubeurs et d'influenceurs passent par nous et de freelance aussi, du coup. Et qu'est-ce que t'aimes chez les youtubeurs que tu cherches à mettre en valeur en fait au travers de Oka Media? Comment ça? Qu'est-ce qui te parle dans ces personnages-là que tu suis? Tu sais, tu me disais, il y a 3 catégories, c'était assez intéressant. Tu me disais, il y a ceux qui sont drôles, il y a ceux qui sont hyper bons dans une skills, il y a ceux qui sont un peu les deux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, en fait, dans ces personnages? Moi, c'est clairement tu as très bien expliqué le truc. Pour moi, il y a 3 types d'influenceurs, comme tu as dit, c'est-à-dire ceux qui seront suivis pour leur personnalité. Et ça, pour moi, c'est le meilleur type d'influenceur possible parce qu'ils peuvent aller sur n'importe quelle plateforme, ils peuvent jouer à n'importe quel jeu, faire n'importe quelle activité, se montrer, faire ce qu'ils veulent. Ils seront toujours suivis par leur audience et leur communauté et appréciés. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux.
Et comme tu as dit, il y a l'autre type d'influenceurs, c'est-à-dire ceux qui sont suivis parce qu'ils sont doués ou très forts sur une activité en particulier. Dans le monde du gaming, par exemple, on a plein d'influenceurs qui ont percé grâce à la montée de Fortnite, mais qui aujourd'hui tentent de se reconvertir tant bien que mal. Mais ces gens-là sont dépendants soit de leur jeu, soit de leur activité, soit de leur plateforme. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils sont sur une plateforme, je dis n'importe quoi, mais Twitch, et le jour où Twitch meurt, c'est compliqué pour eux de revenir, quoi. Donc moi, c'est clairement, oui, pour répondre à ta question, ce côté personnalité, le fait de pouvoir être soi-même et d'être apprécié et en plus d'en vivre, qui était incroyable et qui m'a attiré sur YouTube. Ok. Il y a des questions. Donc, Fatoumata qui demande, tes collaborateurs sont-ils aussi jeunes que toi? Et as-tu eu du mal à recruter? Et est-ce que ton âge a été déjà un frein ou pas? Alors, mon âge, ça a été un gros frein. Je le donne quasiment jamais, mon âge, en fait, dans tout ce que je fais, même dans les relations, enfin, on va dire même dans la vraie vie, vu que je travaille énormément, du coup, à distance, on n'a pas de locaux ni rien. Donc, la plupart des meetings ou quoi se font à distance. Mais quand je rencontre du monde en vrai, je donne pas mon âge non plus, en général. Parce que ça a déjà été un gros frein, notamment la création de ma boîte, où j'ai galéré. Alors, il y a toute une histoire là-dessus, mais globalement, quand tu arrives à... J'avais 15 ans en plus à l'époque, vu que je suis de fin d'année. Je voulais créer ma boîte à 15 ans. Globalement, enfin, je pouvais rien faire, quoi. C'est-à-dire que les gens ne me prenaient pas au sérieux, que ce soit les avocats ou quoi. J'étais toujours le dernier prospect sur la liste et ça avançait pas, je pouvais rien faire. Et j'ai dû m'associer à des personnes qui m'ont... je me suis bien fait avoir là-dessus, hein. En gros, il y a 2 personnes qui ont pris 40% de ma boîte au début pour m'aider à la constituer. Et moi, je ne connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat, donc j'ai perdu 40%. J'ai dû racheter 30 000 euros plus tard pour constituer la boîte, quoi. Donc c'est coup dur. Mais au moins, j'ai appris, j'ai bouffé du talk The Family après pour être blindé là-dessus. Mais bon, voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc oui, mon âge, ça a déjà été un frein. Et maintenant... plus j'avance, moins ça l'est, mais ça l'a été. Pour l'âge de mes collaborateurs, ils ont à 90% moins de 25 ans. Je crois que j'en ai un qui a plus de 30 ans, mais pour la plupart, ils ont entre 18 et 25 ans. Je suis choquée. Bah, en même temps, quand tu arrives à 15 ans, dans un... En plus, je connaissais rien, tu vois, je savais pas qui voir, etc. Moi, on me disait, mes parents qui connaissaient rien non plus me disaient, bah, va à la chambre des commerces et de l'industrie. Alors, tu parles, j'arrive là-bas à 15 ans. Déjà que je pense que même pour des gens expérimentés, ils servent pas à grand chose. Alors, pour moi, c'était plein de moments un peu de solitude comme ça. C'était assez difficile. T'as commencé à regarder. Comment t'as eu vent de The Family? Bonne question. Je pense que c'est juste en cherchant. En fait, moi, il faut savoir que je passe tout mon temps libre à me former. Et enfin, me former, on dit ça. Enfin, je dis pas ça comme si c'était quelque chose de contraignant, mais juste, je sais pas, j'aime bien, j'ai des lubies et j'aime bien ingurgiter du contenu en masse sur mes lubies qui sont par période. Et là, en l'occurrence, c'était, voilà, j'étais sur une phase, c'était en 2019 où je voulais lever des fonds pour développer du coup une plateforme qui me permettrait de scale. On n'en a pas parlé, mais voilà, c'est mon projet futur. Et je savais pas trop comment faire, quoi. Donc en cherchant du contenu sur les levées de fonds, je suis tombé sur des talks de Jean de la Roche-Brochard à The Family. Oui, je m'en souviens, le coup d'État levé de fonds, ouais. Ouais, bah, je sais même pas, je crois que Coup d'État existait même pas, mais juste ils faisaient des talks voilà, sur les pitchs, les levées de fonds, les VC, etc. Et je sais pas combien de dizaines d'heures j'ai bouffé, mais c'est incroyable. Entre lui, Oussama et bah, c'est ces deux-là principalement qu'on fait le plus de contenu dessus. Voilà, j'ai découvert The Family comme ça, et donc j'ai apply après un peu par curiosité. Je pensais pas du tout être pris, encore une fois, vu mon âge, etc. Candidaté. All right, super. Ouais. Y a Romain qui demande, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un risque de manque d'authenticité si le contenu, en fait, il est uniformisé pour tout le monde? Ah, Romain Debarge, le boss, qui est un graphiste avec qui j'ai travaillé, qui est très très bon dans ce qu'il fait. Le boss, Romain. Génial. Bah, très bonne question. En vrai, ça, c'est un truc qu'on me dit souvent. En fait, quand je parle de standardisation en fait, de nos services, c'est pas dans le sens dénaturer les contenus qu'on fait ou retirer petit à petit la personnalisation des contenus qu'on crée pour les influenceurs, mais c'est vraiment la standardisation des process. C'est-à-dire, donc standardisation des process, mais pas de nos services. Dans le sens où nous, en fait, quand on a un nouveau prospect, on arrive directement à placer dans des cases sa demande pour savoir exactement à qui donner la prestation, répartir entre les équipes, comme je le disais tout à l'heure, mais sans pour autant dénaturer, on va dire, la patte personnelle du monteur, la patte personnelle du graphiste,
qui ensuite, enfin ça c'est le rôle des chefs de projet de sélectionner les meilleurs, mais chaque vidéo qu'on rend est unique. Et chaque chaîne d'ailleurs est unique et on s'adapte de toute façon aux instructions du client. C'est-à-dire qu'on va pas, Oui, on va pas mettre les mêmes textes sur toutes les vidéos. Le but c'est pas qu'à la fin YouTube se devienne une usine à vidéos identiques, quoi. Mais pour reprendre ce que dit Romain, tu as quand même une tendance graphique assez évidente, quoi. Et puis, bon, on est dans une certaine catégorie, dans une certaine niche, c'est très masculin. Oui. Pas beaucoup de nanas dans tes clients. Et musicalement, et les titres, enfin, il y a quand même Ouais. Après, on suit les tendances aussi. Nous, on est là pour faire monter nos clients. Et comme on disait tout à l'heure, la plupart des tendances viennent des États-Unis. Le jour où ce sera plus à la mode de mettre les titres en majuscules, on arrêtera de mettre les titres en majuscules sur les chaînes qu'on gère, tu vois. Bon, je vulgarise, mais ouais. Globalement, aujourd'hui, la mode, c'est d'avoir des vidéos dynamiques, vraiment, où il n'y a pas le temps, il y a des cuts, etc., parce que c'est toujours plus vite et plus gros, quoi. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on rend nos services, et c'est aussi ce que nos clients veulent, mais c'est aussi ce qu'on conseille, du coup. Et puis, mais voilà, c'est un milieu qui évolue super vite, avec des tendances qui évoluent super vite aussi, et puis on s'adapte. C'est de la constante adaptation, de toute façon. Comme le monde des startups, j'ai envie de dire. Il n'y a pas un modèle qu'on va respecter pendant 3 ans et rester figé dessus, quoi. Tout le monde apprend en permanence dans l'équipe. Est-ce que ta boîte vise un marché étranger dans le futur, demande Farouk? Alors, dans le futur, oui. Dans un futur proche, non. Déjà, j'aimerais bien résoudre tous les problèmes qu'on a en France, parce qu'il y en a beaucoup. Mais une fois que je pense, en tout cas, avoir trouvé la recette plus ou moins parfaite et qui fonctionne bien en France, je me pencherai sur l'exportation. Mais je pense que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc, ça nécessitera du temps et de m'y consacrer vraiment à fond. Ok, chaque chose en son temps. Comme la levée de fonds. Est-ce que tu utilises des artistes influenceurs pour développer ton business? Pas pour l'instant. Pour l'instant, en fait, pour moi, j'ai pas vraiment commencé à lancer le vrai, entre guillemets, service Okamedia, parce que j'ai pas ma plateforme. Aujourd'hui, on agit vraiment, on exerce vraiment comme une agence, une boîte de conseil classique. Comme l'exemple que je t'avais donné, je veux dire, on exerce vraiment comme le ferait un cabinet d'avocats au lieu d'un avocat tout seul, une agence de développeurs au lieu d'un développeur tout seul, etc. Donc on n'a pas une valeur ajoutée aussi énorme que ça. Nos clients qui travaillent avec nous le savent. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, notre plus grande valeur ajoutée, c'est la consistance qu'on a avec des clients qui travaillent avec nous depuis 2 ans et ils ont leurs vidéos toutes les semaines sans exception depuis 2 ans. C'est pas mal. C'est carré. Et donc ça, c'est notre plus grosse valeur ajoutée pour le moment. C'est pas celle que je visais, mais bon, tant mieux. Et donc à terme, si tout se passe bien, j'espère qu'avec les nouveaux projets que j'ai en vue, on pourra s'agrandir et commencer à puber vraiment la boîte. En tout cas, j'ai pas du tout fait d'opération marketing ou quoi, et encore moins avec des artistes influenceurs qui sont du coup mes clients. C'est le bouche à oreille qui se fait tout seul. On essaye de faire le meilleur taf et après c'est du bouche à oreille. Et alors la plateforme qui scale, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement, pour faire en bref, c'est passer de notre statut actuel, c'est-à-dire boîte une agence classique qui fait tout par mail, par DM, Twitter, etc., à l'arrache et qui fait ses suivis avec des Excel, à une plateforme qui rendrait notre activité scalable, notamment via la standardisation du coup de nos process, c'est-à-dire fluidifier tout le processus de commande, les processus de production interne, etc., qui nous permettra de mettre à disposition les savoir-faire qui correspondent le mieux aux commandes et au passage, surtout, d'augmenter la productivité. Éviter les 1000 allers-retours. Ouais. Ouais. Et puis en plus, tu as quand même vachement bien productisé le type de montage et les offres qui est en fonction. Aujourd'hui, à chaque fois que tu parles aux clients et tu lui racontes pour qu'ils comprennent, les clients, ça y est, maintenant qu'ils te connaissent, ils n'ont plus qu'à uploader et ne plus avoir à être accompagné à la mano, quoi. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le début. L'acquisition est très difficile parce qu'en plus, vu qu'on a un modèle de facturation, enfin on a un modèle de fonctionnement en général qui est très différent d'un freelance normal, c'est hyper fastidieux de tout expliquer aux clients à chaque fois, de les convaincre, machin, mais une fois qu'ils ont essayé et qu'ils adhèrent, il reste plusieurs mois, voire plusieurs années en général. T'as pas fait une vidéo démo du speech clientèle? Non, parce qu'il est voué à évoluer. Il évolue, il évolue pas grandement, mais je veux dire, pour l'instant, là, j'ai en tête mon modèle définitif, mais
il est voué à évoluer même quand je sortirai la plateforme. En fait, l'exemple que j'aime bien donner, c'est comme si aujourd'hui, au lieu de vendre des services, on vendait des biens et que j'étais eBay, sauf que j'étais eBay sans la plateforme, sans la marketplace. C'est-à-dire que les clients devaient envoyer un mail pour savoir si j'avais tel produit en stock. Si oui, quel prix, combien il coûte, comment est-ce que je l'envoie, quelles sont les variations de prix, etc. Et ça aurait été un enfer. En fait, le fait d'avoir la plateforme eBay, la marketplace, permet de scale, quoi, tout simplement. Ouais. C'est vraiment une grosse image parce que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà. Là, aujourd'hui, on fait tout par mail alors qu'on pourrait, dupliquer notre productivité. Bien sûr, bien sûr. Et faire une vidéo démo avec toi qui parle et tu montres tous les effets en même temps, ce serait facile. Je vois que tu es pro parce que tu es le seul à avoir une image franchement hyper quali et tu as l'habitude de ça en fait. Tu as l'habitude de faire j'ai fait 2-3 live Twitch dans ma vie, mais du coup, j'avais acheté une webcam digne de ce nom. Mais au final, j'ai plus le temps du tout. Donc, j'arrête. Ok. Alors, j'enchaîne avec toutes mes vidéos parce que là, les gens, ils sont chauds. Alors, j'ai Alex qui dit « J'ai 16 ans et je ne peux qu'approuver ton point de vue. Fiscalité, c'était une galère. Maintenant, tout est carré. Je chiffre plus ou moins 100 à 110 K de CA par mois. » C'est bien, ça. Bien joué. Pas mal. Bien joué. Nicolas qui dit « Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver sur le YouTube Game français ?» Oula, alors c'est une question compliquée, très large. Mais je dirais que moi, dans mon cas, ce que j'aimerais bien voir arriver, ou en tout cas ce que j'aimerais bien voir s'accélérer, c'est la professionnalisation du milieu, c'est-à-dire que les influenceurs arrêtent de croire que être graphiste, c'est gratuit. Nous, dans le montage vidéo, on a moins ce problème-là que les graphistes, mais voilà, le cliché sur Internet, c'est le mec qui demande un truc qui prend des jours à faire à un graphiste et qui dit « Mais comment ça, c'est pas gratuit? Mais je croyais que c'était par passion. » Et alors qu'en fait, le mec, c'est son métier. Il y a vraiment encore trop de gens qui sous-estiment de fou le travail des hommes de l'ombre, comme tu les appelais, que ce soit graphistes, monteurs, dérushers, etc. Juste parce que le contenu plaît, en fait. Ok. Au niveau du business model, tu factures l'heure ou à la vidéo? Alors, je fais que des facturations forfaitaires. Sinon, moi je pense que dans notre milieu, une facturation à l'heure n'est pas adaptée, sauf pour un freelance qui est déjà là depuis longtemps, qui a une excellente réputation, qui a ses clients établis depuis longtemps, et avec qui il a une relation de confiance consistante. Mais je pense pas que ce soit adapté honnêtement pour la plupart des gens, et encore moins pour nous, étant donné que le temps de travail d'un freelance à l'autre peut varier, et vu qu'on bosse avec plein de freelances, ce serait un peu bizarre. On aurait des prix qui doublent d'un client à l'autre pour le même truc. Donc nous, on facture forfaitairement via les standards du coup que j'ai créés en fondant la boîte, qui correspondent, on va dire, à différents niveaux de montage. Donc comme je te disais, Alice, on a 5 forfaits qui vont de la simple vidéo avec des coupures, qui va pas demander beaucoup de travail, au gros best-of Squeezie que je vous ai montré tout à l'heure, avec plein d'effets, etc. Et après, il y a des variables. Vous êtes 15 dans l'équipe, hein, c'est ça? En full-time, on est 12. Vous êtes 12 dans l'équipe et tu as aussi peut-être une vingtaine de freelances sur lesquels tu peux compter en plus. Ouais, j'ai regardé du coup avant le live, on est une trentaine, il y a une trentaine de freelances qui nous aident occasionnellement. D'accord. Parce qu'il y avait une remarque de Nicolas qui disait, si je comprends bien, tu veux être le Miro du montage vidéo. Pas vraiment, en fait. Tu vois ce que c'est, le Miro? Ouais. Ils font de la photo de base. Maintenant, je crois qu'ils font un peu de la vidéo aussi, mais moi, pour moi, Miro, c'est vraiment le modèle Airbnb, Uber. C'est vraiment pour moi une marketplace à base de mise en relation. C'est souvent ce qu'on croit que je veux faire aussi, mais moi, c'est vraiment totalement différent dans le sens où le client, il y aura toujours un chef de projet entre les freelances et le client, parce que pour éviter en fait ce problème-là que j'ai expérimenté moi-même, d'avoir en tant que client, en tant qu'influenceur, à gérer des équipes, à assurer le roulement, à superviser le travail de 5 personnes en même temps, et c'est infernal. Que quand on passe par Ocamedia, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est une évidence, le taf, il est délivré, quoi. C'est ça. Tu as un seul interlocuteur, tu dis « moi j'aimerais ça », le chef de projet te dit « ok », il pose les questions s'il en a, il a l'habitude, c'est on va dire un peu un expert, on va dire, il touche un peu à tous les il connaît extrêmement bien les tendances YouTube. Et donc il comprend direct tes besoins. S'il les comprend pas, il pose les questions. Et ensuite ça déroule derrière. Il peut y avoir un seul freelance sur le projet ou 50. Toi tu t'en fous, ça sera délivré dans les temps et correctement. Ok. Une question, il y a trop de questions là. Quel software de collaboration est-ce que tu utilises avec ton équipe pour éditer les vidéos? Alors pour l'instant,
On utilise Discord depuis le début. Ça fait 3 ans qu'on utilise Discord et béni soit Discord parce que on fait tout là-dessus pour l'instant. En fait, notre boîte tourne avec Discord et Google Sheets actuellement. Jules, je me rappelle une vidéo de Squeezie, il n'avait pas flouté le numéro de téléphone de Cyprien. Une mistake comme ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Ouais, alors nous, ça nous est jamais arrivé de faire une vraie boulette comme ça. Je sais pas je pense que le monteur a pris cher, mais non, nous, ça nous est jamais arrivé de faire une vraie boulette comme ça, parce que, encore une fois, alors, ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais au-delà, le chef de projet, au-delà de simplifier la relation client et le travail des freelances, il va aussi, évidemment, vérifier que le travail est bien fait et corresponde aux attentes avant d'être livré. Ce qu'un client qui travaille en direct avec une équipe de nombreuses personnes n'a pas. C'est lui qui fait tous les retours et tout. Donc, le chef de projet va review la vidéo. Et justement, dans le cas de problèmes comme ça, il va dire là c'est non, là, il faut corriger. Ou alors il y a une faute d'orthographe, etc. Vraiment tous les détails qui sont pour le coup vraiment des détails, mais qui font perdre du temps énormément aux clients. C'est tout se joue dans les détails. On essaie vraiment de mettre bien le client au maximum. Ok. Romain, dernière question. Le fait que tu paies en forfaitaire, est-ce que tu ne crois pas que ça va brider certains monteurs? Bah, très bonne question aussi. Mais dis donc, il me connaît bien, Romain. Non, mais en vrai, c'est alors brider. Ouais, si en vrai, tu peux dire brider, mais en fait, c'est aussi le but dans le sens où, en fait, notre objectif, c'est que les monteurs, les graphistes, etc., s'y retrouvent à l'avance, en fait, dans un projet. Ils savent qu'ils vont être rémunérés un certain montant pour un projet et que donc ils vont y passer. Enfin, ils vont pas y passer plus de temps que prévu, quoi. C'est le problème pour moi, en tout cas sur YouTube, pour les rémunérations horaires, c'est que d'un projet à l'autre, d'une vidéo à l'autre, et surtout d'un freelance à l'autre qui va être plus ou moins efficace, les prix varient trop. Et le fait de brider les freelances sur certaines prestations, ça va aussi permettre justement de vendre le forfait supérieur au client pour éviter que le freelance ne s'y retrouve pas, justement. Tu fais du TikTok un peu? Pour l'instant, non. Je pense que TikTok, ça va être un gros truc là bientôt, vu la croissance qu'ils ont. Et donc, on est en train de réfléchir à des déclinaisons. On a plein de petits services complémentaires en fait à côté de nos services principaux. Est-ce que tes youtubeurs, pour l'instant, ils sont pas encore sur TikTok? Alors, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Pour l'instant, c'est pas trop lié, les deux mondes TikTok. Pour l'instant, on a plus de TikTokers qui viennent vers nous pour se reconvertir sur YouTube, qui veulent convertir leur audience TikTok en audience YouTube. Et pourquoi? Plutôt que le reste. Alors ça, du coup, je sais pas, je suis pas expert TikTok, mais pour l'instant, je sais que TikTok ne génère pas de revenus. Donc, je crois qu'ils ont leur système de pub TikTok Ads en bêta. Et donc, des mecs qui font des millions de vues sur TikTok, ils gagnent rien, quoi. Donc, peut-être qu'ils ont envie de monétiser leur audience sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, la meilleure pour ça, c'est YouTube, je pense. All right. Ok. Bon, c'était passionnant. Je te propose qu'on se quitte en musique. Ouais. Quelle est la musique que tu écoutes en ce moment et qui te met bien le matin? C'est compliqué parce que j'écoute en boucle des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Ça va du rap FR au générique de Game of Thrones à Travis Scott, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais en ce moment, je dirais No Option de DJ Snake. No Option de DJ Snake. On y va. Avec Post Malone? Non, je crois pas. No Option. Ok. No Option. On y va. No Les amis, si vous avez kiffé ce live. Ah oui. TikTok est encore en bêta, les CPM sont super chers. Ouais, voilà. C'est ce que je me dis. Ah, TikTok est encore en bêta, d'accord, ok. Les amis, c'est le moment de passer au networking. Donc, vous cliquez sur networking et vous allez chat-rouletter avec des gens qui ont suivi ce live, qui sont donc passionnés aussi d'entrepreneuriat, peut-être de YouTube, de montage vidéo, qui ont peut-être tous entre 16 et 22 ans. Ou pas. Sérieux. Amis, cliquez sur networking et rencontrez des gens toutes les 5 minutes, ça change. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci Alice, à bientôt. Bye, c'est un plaisir, merci à toi.